Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au MUDAC pour cette soirée qui s'intègre dans le cadre des archives du design roman Quel récit. Donc moi je m'appelle Lana Damergy, je suis médiatrice culturelle au MUDAC, ma collègue Marie Joliet, également médiatrice culturelle au MUDAC. Et donc nous on fait la modération, mais en fait on a décidé de prendre un petit peu, on va dire, de recul par rapport à cette table ronde. On a décidé tout ensemble d'avoir un fonctionnement plutôt fluide, donc on a préparé ensemble des questions, des sujets qui pourraient être intéressants pour chacune. Et donc ce seront les participantes qui vont plus, on va dire, prendre le lead de cette table. Donc, ce soir, on a d'abord une petite introduction, puis je vous ferai la présentation des intervenantes que nous avons la chance d'accueillir ici ce soir. Puis vous aurez un petit moment possible de questions et d'interventions. Et après, on pourra avoir des dégustations de cocktails. Et donc, ma collègue Marie vous en dira un peu plus. Merci beaucoup. Donc, bonsoir. Je ne sais pas si ça marche bien le micro. Ouais, super. Très bien, merci. Donc peut-être pour vous dire d'abord quelques mots sur le MUDAC. Donc actuellement, ce n'est pas aisé d'avoir une vue précise du travail des femmes et des minorités de genre dans la collection du musée. Donc on a quelques chiffres qui sont à prendre avec des pincettes parce qu'on devrait vraiment se pencher sur une étude plus précise et systématique du travail des femmes et des minorités de genre. Mais on voulait quand même vous donner un peu des tendances. Donc on a par exemple des chiffres concernant les expositions collectives en 2008 et 2018. Donc de nouveau, à prendre avec des pincettes, mais il semblerait qu'il y aurait eu 376 femmes contre 771 hommes exposés au MUDAC durant cette période dont je vous parlais pour les expositions collectives en 2008 et 2018. Donc là, je précise que je parle en termes de binarité entre hommes et femmes. Donc évidemment, il faudrait aussi préciser hommes et femmes cis, donc il faudrait aussi préciser par rapport à cet aspect-là. Donc sur la même période, sur les expositions individuelles, on remarque des expositions de femmes dans 4 cas contre 12 cas pour les hommes. Voilà. Sachant que là, de nouveau, c'est plutôt des proportions que des chiffres vraiment exacts. Donc ces chiffres, ils sont à prendre dans un contexte global. Donc ça reflète aussi la réalité dans les domaines concernés, par exemple les questions du design. Un exemple que je trouvais intéressant sur lequel je trouvais intéressant de revenir ce soir, c'est l'exposition Nez à nez, par exemple, qui portait sur le travail des nez précisément, donc des parfumeurs et des parfumeuses. Je ne sais pas comment même on peut dire ce mot-là. Et puis, ça présentait le travail de 5 femmes et 8 hommes. Donc, on a toujours quand même une proportion plus importante du travail des hommes. Mais voilà, ça reflète aussi la réalité dans ce métier-là, où traditionnellement, les hommes prenaient une place très importante, même si de plus en plus, les femmes ont accès aussi à cette profession-là. Voilà, donc là je parlais plutôt du volet de la présentation, mais c'est évidemment lié avec la question de l'archivage. Donc on peut prendre aussi l'exemple de l'exposition de la collection, donc dialogue entre une pieuvre et un presse-agrumes que peut-être certains et certaines d'entre vous ont visité. Donc là on a essayé de faire le maximum pour présenter le travail de femmes aussi dans le design et les arts appliqués, mais on avait quand même une proportion plus élevée en fait, du travail des hommes. Parce que ça reflète en fait la réalité des collections aussi du musée dans l'état actuel. Voilà. Mais c'est quelque chose auquel on réfléchit et on prend en compte en fait la responsabilité de l'institution par rapport à ces questions-là. Voilà, donc réfléchir aux archives du design en Romandie, ça a amené le musée à questionner la représentation des femmes et des minorités de genre parmi les designers, à la fois en tant que créatrices et source d'inspiration. Et puis, donc on remarque que les femmes sont moins présentes si on observe la collection du MUDAC dans les domaines du design industriel et du graphisme, alors qu'elles sont plus présentes dans des domaines comme le bijou contemporain. Voilà, donc la collection du MUDAC reflète aussi cette répartition genrée dans les disciplines. Et puis, donc ma collègue Lana vous a déjà dit 2 mots sur le projet en lien avec les cocktails. Donc c'est le projet Spirits Excellent for the Head, donc, qui a été présenté lors de la Design Week de Milan en 2023. Et il est récemment aussi entré dans la collection du musée. Donc, il offre une réponse positive aux problématiques que je viens d'aborder. Et il a été conçu par les étudiants et étudiantes du master Espace et communication de la Aide à Genève. Et puis, le projet, il célèbre le travail des designers femmes à travers une série de verres et de cocktails qui font référence à des figures comme par exemple Ray Kaiser Eames,
Sophie Tauber-Arp ou encore Aileen Gray, donc qui ont été longtemps négligées de l'histoire du design, comme vous le savez sûrement déjà. Donc voilà, ça ne concerne pas spécifiquement les designers de Suisse romande, mais c'est une réponse locale qui est intéressante pour mettre en avant le travail des designers femmes. Encore vous dire, donc un peu les questions qu'on voulait aborder ce soir, notamment à travers l'organisation de cet événement, c'est comment développer des stratégies efficaces pour identifier, documenter et préserver les contributions des femmes designers dans les collections du musée. Quelles sont les réflexions que les designers elles-mêmes posent sur leur situation en tant que principales concernées. Voilà. Et puis, on voulait encore, dans le cadre de cette introduction, vous dire 2 mots sur des moyens d'archivage qui ont été identifiés. Donc, la question de l'exposition, bien sûr, que ce soit les graphistes, les scénographes, les personnes exposées. Donc, à chaque étape, il y a un choix conscient à faire pour offrir plus de diversité. La collection, évidemment, ce qui est acquis et conservé. Le site Internet, ce qui est partagé avec le public, les réseaux sociaux. On peut encore citer les publications, les conférences, les séminaires, le programme public, ou encore les productions qui ont été commanditées, ou qui sont commanditées. Voilà, je repasse la parole à Lana pour les intervenants. Merci beaucoup, Marie. Juste au cas où, vous avez les verres du projet juste derrière. Je ne sais pas si vous les voyez à côté de l'écran. C'est la série de verres. Et d'ailleurs, vous avez le titre en fait, de la table ronde, juste au-dessus. Mais vous pourrez aller voir après, au cas où. Donc maintenant est venu le moment de présenter nos intervenantes. Donc nous avons la chance d'accueillir ce soir Tara Mabiala et Camille Farah-Buller, 2 designers de mode qui ont une approche pratique et théorique. Elles ont créé Front Row, qui est une plateforme qui propose des discussions informelles, fluides et critiques sur les récits traditionnels de la mode. À travers des archives, un podcast et un site web, Front Row déconstruit ces narrations et offre de nouvelles perspectives. Elles ont un objectif de visibiliser certains domaines et approches. Ensuite, nous accueillons Eleonora Del Duca, historienne de l'art et collaboratrice scientifique au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Elle a travaillé sur Béatrice Josse, qui a œuvré au sein de l'institution 49 Nord 6 Est FRAC Lorraine, ainsi qu'au Magasin des Horizons, en menant une politique institutionnelle féministe. Pour sa recherche, Eleonora Del Duca a bénéficié des archives personnelles de cette dernière. Et Eleonora Del Duca est fondatrice de la Love Machine, qui est un collectif qui mène différents projets culturels féministes, numériques et intersectionnels, dans lesquels les livres sont le point de départ et le centre de la réflexion. Ensuite, nous accueillons Bertie Laguet, qui a une formation de design industriel de l'ECAL, qui a poursuivi des études pour être prof de design. C'est exact ? J'avais noté ça. Depuis 2012, elle a son studio comme indépendante et qualifie sa pratique de ferronnerie d'art et se considère également artisane. Elle est propriétaire d'une forge depuis 2020, alliant sa pratique de designer industriel avec des savoir-faire ancestraux souvent perçus comme masculins. Elle se spécialise dans la ferronnerie. Sa dernière exposition personnelle s'intéresse à la notion d'héritage. We look back through our mothers if we are women, extrait de Virginia Woolf, A Room of One's Own. Héritage d'un savoir-faire ancestral sur qu'est-ce qu'on rend visible. Voilà. Donc, je vous propose de commencer avec une question qui avait été apportée par Eleonora Del Duca, puis ensuite la discussion se fera de manière très fluide. Donc, comment chacune de vous définit l'archive ? Voilà. Bonsoir, merci pour l'invitation. Désolée, peut-être qu'on se décale un peu comme ça, vous êtes plus en face. Je sais pas si... Ah, plus en face du public. Ouais. Ah oui, c'est pas bête. Tout le monde voit nos petits chaussons. Oui. Alors bon, je sais j'avais un peu lancé cette question en préparation parce que j'ai l'impression qu'on avait toutes des approches assez différentes en fait des archives et de comment travailler avec les archives. J'ai réfléchi un peu ces jours puis je me disais qu'en fait c'est une question bien plus compliquée que ce que ça en a l'air, mais je pense, en tout cas pour moi, c'est pas tant ce à quoi ressemble une archive dans le sens de l'objet physique ou numérique, mais dans une question qu'en fait une archive, en tout cas pour moi, c'est un témoin en fait d'une pensée, d'une manière de faire, d'un moment historique.
c'est aussi un outil de travail en fait pour le futur, ou pour en tout cas le présent quand on se penche sur le passé. Mais ce que je pensais qui pourrait être assez intéressant aussi de discuter aujourd'hui, c'est de comment on travaille en fait avec cette archive, et du coup de définir en fait qu'est-ce qu'elle est, parce que pour moi il y a un peu deux notions, et je pense que c'est ce qu'on va aborder plus tard, c'est qu'est-ce qu'on fait avec notre travail actuel, moi par exemple avec la Love Machine ou avec le podcast, toi avec ta pratique, pour que ça s'inscrive en fait dans une pratique du futur, mais aussi comment on travaille avec les archives du passé pour faire le travail qu'on fait maintenant en fait, pour nos recherches. Et je pense qu'à partir de là, c'est peut-être justement intéressant de définir cette dualité aussi de l'archive, et de considérer aussi qu'elle peut prendre plusieurs formes. On parle aussi d'une archive orale qui est en fait ce que vous faites. Je pense de garder à l'esprit que c'est pas juste des boîtes qu'on va fouiller en fait dans des archives cantonales, ou voilà, mais qu'il y a plein de formes en fait d'archives. Voilà, je pense un peu pour ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment un outil. Ouais, peut-être un témoin aussi, un peu. Je suis équipée. Alors je vais rebondir. J'aime bien cette idée de témoin. C'est vrai que pour moi, c'est plutôt l'idée de laisser une trace. Je crois qu'elle est assez importante dans cette notion d'archive. Et puis, si on revient à la question du podcast, j'ai l'impression qu'en venant du design de mode, l'idée de l'archive, elle est existante à plein d'endroits, mais notamment dans le processus de travail. Et puis, il y a tous ces vêtements qu'on utilise, enfin, c'est un peu le secret, mais il y a tous ces endroits où il y a des vêtements qui sont stockés pour que les designers puissent les puiser dedans. Il y a quelque chose qui est assez désacralisé dans le rapport aux vêtements, c'est-à-dire qu'on le touche, on le porte. Quand c'est une archive de musée, du coup, ça devient un patrimoine, et puis c'est vrai que ça devient autre chose et ça ne peut plus vivre, mais dans le cas du travail de mode, c'est vraiment un outil de travail. Puis je crois que j'aime bien cette idée de désacralisation aussi, ce qui revient à cette idée de mettre les choses dans les boîtes pour les protéger. Peut-être qu'il y a cette idée qu'une archive, c'est quelque chose dont on peut effectivement s'emparer, et qui permet aussi de peut-être raconter le passé ou le relire en fait avec un autre point de vue. Oui, puis je pense que ce qui est aussi intéressant avec ce que tu dis par rapport à désacraliser, c'est que par rapport à notre travail d'archivage, de discussion, l'idée c'était justement de peut-être désacraliser ces conversations qu'on a souvent entre nous dans le milieu de la mode et qui sortent pas vraiment de ce contexte-là. Et puis justement qui sont des fois des discussions assez tabous, qu'on veut pas trop briser cette chose de la mode qui est un rêve. Et en enregistrant comme ça et en diffusant, c'est aussi une façon, je pense, de désacraliser ces discussions. Donc, je vois ça comme ça aussi. Moi, je trouve hyper intéressant le fait que vous ayez accès en fait aux pièces du passé, ce qui n'est pas du tout le cas dans le design industriel. Enfin, les pièces de ce musée qu'on peut voir pendant les expositions, en fait, on y a rarement accès. On ne peut pas forcément toucher, regarder, voir comment ça a été fabriqué. Du coup, je trouve que c'est une grande chance dans ce domaine-là de pouvoir justement avoir accès, vraiment d'avoir désacralisé ça. Enfin, c'est encore quelque chose de ma connaissance, qui n'a pas encore été fait pour l'objet. Je voulais juste ajouter ça. Et puis, de manière plus personnelle, en fait, moi, j'ai jamais réfléchi à archiver ce que je fais pour un futur, dans le sens de rendre visible mon travail pour le futur, mais plutôt de me donner des outils pour pouvoir donner une trace de mes techniques. Parce qu'en fait, avec la ferronnerie, par exemple, c'est des choses que j'apprends encore tous les jours. Enfin, il n'y a plus beaucoup de personnes qui font ça comme métier. Du coup, c'est aussi quelque chose que je dois un peu des fois réinventer ou rechercher parce que ça s'est perdu. Du coup, la trace que je garde, elle est majoritairement, par exemple, dans les outils que je vais fabriquer pour créer le projet. Donc, je vais conserver ces outils plus que bien sûr, les esquisses, je vais les garder, mais ce n'est pas elles qui ont de l'importance. Et du coup, pour moi, il y a une espèce de devoir de conserver un peu quelque chose qui date de l'âge du feu, comme ça, des premiers hommes et premières femmes. Et du coup, par rapport à cette dualité d'être aussi en rapport avec des archives de ce qu'il y avait avant, moi, c'est quelque chose qui est aussi très lacunaire dans mon travail. J'aimerais beaucoup pouvoir avoir accès en fait, à ce patrimoine, à ces gestes qui existaient avant, en fait,
et pouvoir, comme vous disiez, des pièces de mode, toucher, voir. Ça n'existe pas et c'est quelque chose oui, que je trouve qui serait intéressant aussi en tant que designer par rapport à l'industrie, mais par rapport à une évolution industrielle, d'avoir accès à ça. Je peux juste rebondir. C'est là où je crois que je reviens à cette définition de l'archive pour moi, parce que je me rends compte que pour vous, en fait, l'habit ou l'objet de design est une archive, alors que dans ma définition, qui est complètement subjective, mais une œuvre pour moi, ou un objet de design, ou un vêtement, va être l'œuvre en soi, et l'archive va être en fait tout ce qui se construit autour, ou qui en fait permet de comprendre cette œuvre. Et je trouve assez intéressant qu'on ait des définitions différentes. Je trouve ça rejoint aussi quand tu disais que l'exposition est une archive, ou que le support de communication peut être une archive en fait d'une pratique du design. Et moi, je mettrais en fait ça sur des niveaux différents. Je l'ai considéré comme un support de com qui est un support de com et qui ensuite sera archivé en fait à un moment donné pour témoigner et pour donner à lire une certaine manière de faire, une certaine pratique de l'histoire du design. Enfin voilà, c'était juste pour... je trouve ça très intéressant, cette définition très différente du coup. Je me permets peut-être de rebondir. C'est vrai que j'ai l'impression que des fois, ou en tout cas dans nos études, où il y a une forme de hiérarchisation aussi des savoirs et peut-être des objets au final. Et puis c'est vrai que nous, on avait aussi cette idée de donner autant d'importance peut-être à nos discussions que ce serait un vêtement. Parce que c'est vrai que dans l'idée qu'on a effectivement d'une archive, comme je le disais avant, il y a quelque chose effectivement un peu sacré, qu'il y a aussi peut-être des fois c'est une distinction qu'il y a entre les arts visuels peut-être et le design, puisque les arts visuels, on a souvent des pièces qu'on va peut-être pas forcément approcher, se balader dans un musée, c'est vrai que c'est un petit peu différent que de se balader dans peut-être un magasin, où en fait on va acheter une pièce et justement il y a tout ce rapport justement au toucher. Mais après c'est vrai que nous c'était un peu une volonté aussi dès le départ, d'aller un petit peu contre ces hiérarchisations. Et la même chose par rapport à nos sources qu'on utilise dans nos discussions. D'avoir quelque chose qui soit un petit peu plat, comme ça, et pas valoriser une chose plus qu'une autre. Oui, puis j'ai l'impression qu'en entendant tout ça, c'est peut-être une toute autre conversation. Quelle est la différence entre une collection et une archive? Mais j'ai aussi l'impression qu'en fait, j'ai peut-être une tendance à vouloir tout archiver, entre guillemets, ou que tout peut être collectionné. Et que ça permet aussi peut-être de voir une version, comme Camille le dit, un peu à plat, où en fait tout peut avoir sa petite importance. Ou bien, je sais que par exemple, les collections que j'ai pu faire pendant mes études, ou même des vêtements que j'aime bien mais que je ne veux pas acheter, je me dis ça devient une archive. Et du coup, c'est un peu aussi cette manière où tout peut peut-être avoir une valeur. Et même peut-être que de lui donner la valeur, de dire que c'est une archive lui donne une certaine valeur aussi en tant que telle. Je sais pas. Du coup, je vous pose quand même une question basée un peu sur les échanges qu'on avait eus. Donc vous avez ce podcast, ces discussions, ces échanges fluides qu'on peut retrouver sur Internet au cas où, sur leur site. Et en fait, je me demandais justement tout ce contenu audio, comment est-ce qu'on peut en garder la trace déjà si on ne peut pas écouter. Il n'y a pas pour l'instant de retranscription, donc qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Donc du coup, je vous laisse me dire la suite. Oui, donc c'est vrai que c'est toutes des discussions qui sont, j'allais dire audio, puis c'est des enregistrements. Et en fait, pour chaque discussion, on demande à la personne avec qui on parle de nous donner ses références. Donc ça peut autant être des références qui sont importantes pour son travail ou son propre travail. Et on va aussi, selon les discussions, aussi trouver des textes ou des choses qu'on trouve importantes et qui vont avec le sujet. Et sur notre site internet, on a les archives audio et on a ensuite une sorte de base de données avec tout ce contenu qu'on a archivé. Je me suis perdue. Moi, je peux revenir à la question de la retranscription. Oui, voilà, c'était ça. Du coup, c'était pour dire qu'on archive la discussion. Et même si ce n'est pas une forme retranscrite telle qu'elle, il y a quand même les références de la discussion, les ressources qui sont une façon de... Mais on est en train de travailler sur la retranscription. C'est surtout ça. Dans un prochain projet, l'idée d'avoir une édition écrite, mais
et traduites aussi français-anglais pour qu'il y ait une autre forme d'accessibilité. Mais c'est vrai que si on pense au podcast, c'est déjà quelque chose qui est quelque part presque plus accessible que du contenu écrit dans cette idée-là. Je rebondis par rapport à ce contenu. Vous avez des ressources financières qui vous viennent d'où, ou est-ce que c'est de votre propre travail ? C'est une bonne question, c'est bien de l'adresser. On a eu de la chance parce qu'on a été soutenu par Pro Helvetia en fait, dès le départ. Puis ensuite, c'est tout ce travail aussi, je pense que beaucoup de personnes connaissent, de recherche de fonds derrière, donc aller chercher, se vendre et aller chercher des sous à des endroits avec qui on est en accord aussi. Ça, c'est aussi une autre question, mais on a eu pas mal de subventions, notamment de la ville de Genève aussi. Après, c'est les Swiss Design Awards, donc on a eu ce prix, donc on l'a réinvesti dans la saison 2. Donc parce que c'est aussi un des points fondamentaux du podcast, c'est la question du travail et de la rémunération, parce que dans la mode, on sait que c'est vraiment compliqué à tous les endroits, que ce soit en Europe ou dans les endroits où c'est délocalisé. Et on avait envie de pas... c'est un peu le nerf de la guerre, finalement, quand on est une minorité, que ce soit de genre, de classe sociale ou de race. La question de la rémunération, on ne pouvait pas passer à côté. Donc c'est vrai qu'on a essayé, ça fait partie une grande partie de notre travail, c'est d'aller chercher justement des fonds, et si on ne peut pas rémunérer les gens, on ne le fait pas. C'est un petit peu radical, mais c'est plus sustainable sur le long terme. Merci beaucoup. Du coup, je passe juste à toi, Eleonora. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail que tu avais fait sur Béatrice Josse ? Merci. Donc, mon travail sur Béatrice Josse s'inscrit en fait sur c'était mon travail de mémoire pour mon master en art contemporain. Et je m'étais intéressée à Josse parce que du coup, elle a été nommée directrice en fait d'un FRAC à Metz quand elle était très très jeune. Et mon angle d'approche, c'était de voir comment elle a pu construire en fait une manière de diriger l'institution, en tout cas une politique de direction féministe à travers différents axes. Donc il y avait la collection, l'exposition, et aussi ensuite vers la fin, surtout quand elle a pris la tête du magasin des Horizons qui s'appelle de nouveau maintenant le magasin à Grenoble, à travers plutôt des espaces de médiation et des conversations et des festivals. Et en fait, quand elle est arrivée à Metz, elle a constaté très rapidement que la collection était constituée d'un pourcentage, je ne sais plus maintenant les chiffres, mais de 20% de femmes et 80% d'hommes. Donc elle était complètement, on va dire, avec une approche féministe. Donc elle s'est dit, comment contrer ça sur à peu près 20 ans. Après 20 ans, elle n'a pas réussi à atteindre un 50-50. Donc moi, j'ai eu accès en fait à ses archives personnelles, donc j'ai pu la rencontrer. Elle m'a donné ce qu'elle a bien voulu me donner. Je pense que c'est là où se joue aussi le rôle de l'archive. Et j'ai aussi eu accès aux archives que le FRAC à Metz a voulu me partager. Et à travers de ça, du coup, voilà, j'ai étudié en fait comment la collection s'est constituée, quels artistes elle a achetés, quels artistes elle a exposés. Donc, ce qui était compliqué, on va dire, pour ce travail, c'est qu'elle était vivante. Donc, en fait, ce qu'elle me donne, c'est, comme je disais avant, ce qu'elle veut bien me donner. Donc, j'ai pu faire avec ça sans vraiment un recul aussi historique, et en étant tout à fait consciente que s'il y avait des choses sensibles, elle pouvait décider de ne pas en fait les partager. J'ai pas publié mon mémoire, mais quand j'ai réfléchi aussi à le publier, il a été question de voir quelles infos en fait il fallait que je retire avant la publication de ma recherche, aussi juste pour des questions en fait de somme et voilà, de combien une institution peut mettre par l'achat des artistes. Donc ça, c'était le centre de mon travail, on va dire. Béatrice Josse ? Je crois qu'il n'y a pas de pratique exemplaire. Je crois qu'il n'y a pas de pratique exemplaire, il n'y a pas d'archives exemplaires, il n'y a pas de... je pense qu'il y a des manières de faire avec ce qu'on a et on se remet en question. Et voilà, après, il y a une évolution
assez forte quand même sur les 20 ans où elle était là. Il y a eu une augmentation de presque 30% quand même d'artistes femmes dans la collection. Après voilà, c'était une certaine approche aussi dans les expositions qu'elle présentait. Elle nommait pas ces expositions les femmes artistes ou des choses comme ça. Elle abordait des sujets larges et à l'intérieur de ça, elle cherchait une égalité, une diversité des présentations. Ça, c'est ce aussi qui m'a intéressée en fait dans sa pratique. C'était pas une sorte d'étiquette qu'on colle sur les expositions, mais plutôt une recherche sur le long terme. Je crois que c'est le moment du coup de rebondir sur le prix que tu avais reçu, si tu es d'accord d'en parler. Je te laisse, oui, j'ai reçu un prix qui s'appelle Femme Entrepreneur de la région Rivière-à-Lavaux, décerné par une femme qui travaille avec une équipe de femmes. Et quand j'ai reçu le prix, je me suis quand même permise de dire que j'étais pas hyper à l'aise avec le fait de recevoir un prix spécial pour les femmes, avec un petit sous-titre « C'est bien, t'as reçu un truc parce que t'es une femme ». Mais j'aurais préféré juste recevoir quelque chose parce que mon travail était intéressant. Voilà, enfin, je suis encore un peu partagée avec ce positionnement auquel je crois, mais je pense que je peux aussi nuancer mon propos en disant que probablement on a encore besoin de passer par là, mais quand même. Et puis si je peux juste prendre la parole, parce qu'en fait j'aurais bien voulu encore rebondir sur votre travail, enfin en fait, la manière aussi d'avoir vos références par rapport au podcast et par rapport à ce que tu disais juste avant que, en fait, pour toi, les archives, c'était pas forcément l'objet. Moi, il y a quelque chose qui à chaque fois me revient, puis on en a parlé juste avant avec Eleonora, c'est qu'en fait, quand on est dans un musée qui présente des objets comme ici, on a des noms sur des cartels. Et il y a, dans pas mal de vos références, il y a aussi des fois des personnes qui ont fait des selfies ou qui ont des photos de famille. Et en fait, on voit les gens derrière en fait, les paroles, derrière le travail. Et là, c'est très... on n'a jamais accès en fait, à la personne. La plupart du temps, dans le design industriel, on voit les projets, les pièces finies. On n'a pas forcément accès à une espèce d'humanité ou enfin voilà, même des visages. Enfin, moi, j'ai souvenir aussi en étant petite, en passant dans les musées, c'était tellement un peu présent que c'était des hommes qui faisaient de la peinture ou des objets qu'en fait, voilà, on a un peu cette espèce de biais. Enfin, en tout cas, moi, j'avais ce biais de me dire, c'est forcément une production d'hommes, quoi. Et du coup, de rendre visible aussi par quelque chose de plus humain ou d'avoir justement accès à la personne qui est derrière l'œuvre. Peut-être c'est aussi une piste, en tout cas qui m'a beaucoup plu dans votre manière de référencer, d'avoir accès à en fait il y a ce que la personne dit dans la conversation, mais il y a aussi en fait tout un travail qui est plus complexe de la personne autour, et du coup d'avoir un accès vraiment à qui on parle en fait. Oui, je pense que c'est aussi à voir avec nos sensibilités par rapport au design, aussi par rapport à la mode. Et une question que je me suis aussi beaucoup posée en pensant à cette question de l'archive, c'est aussi qui a réfléchi à l'idée d'archiver les choses à la base et à travers quels critères. Et du coup, je pense que nous, on a eu envie d'utiliser certains... est-ce que c'est des paramètres, de complexifier le tout, mais c'est parce que c'est des choses qui nous touchent et c'est des choses qui aussi, dans l'industrie de la mode, ont tendance à être invisibilisées, en fait. Et que oui, on a un peu cette manière aussi de voir les références comme... qu'il n'y ait pas forcément de hiérarchie entre des textes qui sont très théoriques ou alors un mème sur Internet ou une photo de famille, et que ça permet vraiment de donner tout ce qu'il y a autour une personne, autour une œuvre, pour vraiment la rendre complète. C'est vrai que si on pense à la mode, je pense, typiquement, moi j'étais attirée par ce médium parce qu'il y a toute une question qui est liée aux identités qui est quand même derrière et le fait de pouvoir jouer avec. Et puis, au début, un des partis pris de Front Row, c'était de visibiliser justement des voix qui n'étaient pas forcément entendues ou des narrations, mais aussi des personnes.
Et après, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre, ça on en a peut-être jamais discuté ensemble, mais j'ai l'impression de mon expérience personnelle, parce que avant j'utilisais pas mon deuxième prénom. C'est-à-dire Camille Buller, souvent on s'attend à avoir un duo de blonds aux yeux bleus qui arrive, et que ça fait partie aussi des choses, j'ai l'impression qu'ils sont importantes de montrer, c'est effectivement la complexité qu'il y a derrière les gens qui est plus compliqué qu'un nom, un prénom ou une photo. Et puis, c'est vrai que si on pouvait avoir des tonnes et des tonnes d'images, et si on pouvait en avoir plus, on le ferait. Donc, ça me touche que ça te touche, en fait. Parce que c'est vraiment aussi une envie qui est derrière. Ouais, puis je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que selon les personnes, parce qu'on demande en fait à chaque personne de nous envoyer 3 catégories de choses, donc un portrait, une bio, du travail personnel, et ensuite ce qu'ils veulent. Enfin, on dit référence, on donne quelques exemples parce qu'on avait l'impression que quand on disait juste référence, on n'avait pas grand-chose en fait. Et c'est vraiment intéressant aussi de voir qui nous donne quoi, et qu'effectivement, quand tout d'un coup on a reçu, je crois que c'était Brigitte, plein de selfies et tout, on était là, c'est super parce qu'on trouve que ça permet de donner plus de corps en fait au tout, quoi. Oui, ça a déjà été un petit peu répondu, mais je me demandais, quand vous choisissez les personnes que vous invitez dans le podcast, vous en avez déjà un peu parlé, mais qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour vous, peut-être parce que la personne que vous invitez, c'est la personne qui va être archivée après via le podcast. Et oui, si vous voulez dire 2 mots par rapport à ça. Je pense que c'est une bonne question. Oui, vas-y. Comme il y a quand même cette idée effectivement de visibiliser des minorités qui sont quand même hyper présentes dans la mode, c'est sûr que ça c'est un angle d'approche, mais on a aussi un autre point d'entrée qui est aussi qui est pas lié aux identités forcément des personnes, mais plutôt à leur métier, puisqu'en fait aussi dans la mode il y a tout un pan de métiers qui sont aussi invisibilisés parce que pas de designer artistique dans une grande maison, et puis ça c'est aussi un angle qu'on avait envie de mettre en avant. Et puis oui, pour donner quelques chiffres, parce que j'ai cherché des chiffres avant, sur 37 directeurs sur direction artistique dans les grands groupes de mode, sur 37 personnes, il y a seulement 5 femmes, et c'est toutes des femmes blanches. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui et peut-être aussi explique aussi pourquoi, une des raisons pour lesquelles on a eu envie de parler à différentes personnes qui viennent de différents endroits et différents métiers, etc. dans la mode. Bertie, j'ai l'impression que tu as envie de poser une question, non ? Moi, je suis aussi pardon, c'est beaucoup, mais je suis aussi intriguée de ces archives. Pour qui vous les faites ? Est-ce que c'est vous, le public cible, c'était important pour vous ? Ou est-ce que c'est destiné à certaines personnes et pourquoi ? C'est une bonne question. Ouais. J'ai l'impression qu'égoïstement, au départ, c'était un peu pour nous, parce qu'on a l'impression qu'il y avait un manque, en fait, que ce soit de théories critiques liées à la mode. Enfin, il y en a beaucoup en anglais, et pas du tout en français, donc il y avait cette volonté-là. Et puis, égoïstement, peut-être à des gens qui se sont concernés, mais en fait, on se rend compte aussi que la mode, c'est un médium qui touche tout le monde, puisque c'est une partie intégrante de la culture, quelque part. Donc, l'envie de vouloir élargir. Mais c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas résolu dans notre format. Peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un format qui est assez long. Donc des fois, il y a des conversations qui durent 2 heures. Et effectivement, ça peut être un petit peu lourd ou cryptique suivant le contenu. Et puis dans cette idée peut-être de toucher d'autres personnes, peut-être éditer d'une différente manière, venir couper, raccourcir, être un petit peu plus précise. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas encore... on se situe, parce qu'on y a pensé tout d'un coup à reformuler, garder nos épisodes, mais les raccourcir et puis les présenter sur d'autres plateformes. C'est que pour l'instant, c'est plutôt qui a envie d'écouter peut écouter. Mais... Ouais, et puis je pense que j'ajouterais aussi que c'était peut-être en tout cas pour moi, mais ce que j'aurais eu envie d'entendre étant étudiante, et juste étudiant,
enfin, juste voir une diversité de personnes, de métiers, pour aussi donner une autre idée de ce que peut être le métier de la mode. Et je pense que, oui, je pense que l'éducation de la mode a encore beaucoup de chemin à faire dans cette direction-là. Moi, ça m'a beaucoup touchée aussi, et j'ai l'impression que c'est applicable à d'autres domaines de la création. Parce qu'il y a beaucoup de sujets, par exemple sur la rémunération, qui, quand on commence en tant que designer industriel, c'est des stages non payés la plupart du temps. C'est aussi de l'invisibilisation parce que en fait, les grands noms sortent des projets qui en fait n'ont pas du tout été créés par eux, mais par toutes ces petites mains qui travaillent pour. Il y a beaucoup de sujets qui sont communs, et moi j'aurais aussi beaucoup aimé entendre ça pendant mes études, en fait, même si j'étais pas dans la mode. Du coup, je crois qu'il y a aussi une résonance aussi par rapport à la diversité, aussi en tant que femme, parce que je pense que dans le milieu de la mode, vous êtes quand même plus nombreuses en tant que femme que dans le design industriel. Non, voilà, bien sûr, il y a encore du chemin, j'imagine. Mais voilà, aussi moi j'ai souvenir aussi que ma première année de l'école, les seuls noms de femmes designers, ils se comptaient vraiment, qui vivaient de ça et qui n'étaient pas femmes de quelqu'un d'autre, se comptaient vraiment sur les doigts d'une main. Donc il y avait aussi ce truc de représentation qui était... Oui, de pouvoir se projeter aussi, s'identifier. Du coup, je rebondis un peu sur cette question parce qu'on a quand même entendu un peu que ce n'était pas pertinent de faire ce genre de discussion, de mettre le focus sur les femmes, justement. Et c'est un peu débattu, c'est plus nécessaire. Il vaut mieux faire des monographies sur une designer plutôt que de faire des tables rondes ou des discussions où on va thématiser ça de manière générale. Donc, je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, en fait, ce que tu dis, Bertie, et aussi par rapport à ta question, Lana, je me dis qu'en fait, que la représentation est extrêmement importante dans les espaces d'exposition, dans les musées, mais du coup, ça veut dire dans les collections et dans les archives. Et aussi, une question que je me suis posée plus que, oui, les minorités de genre et les femmes, c'est aussi peut-être les pratiques qui leur sont, qui sont peut-être plus spécifiques, par exemple tout ce qui est le travail textile ou des choses comme ça qui ne sont pas forcément représentées. Par exemple, je me posais la question ici, c'est vrai que vous avez parlé de la bijouterie qui est peut-être un domaine où il y a plus de femmes ou de minorités de genre qui sont représentées dans cette pratique-là, mais il y a aussi d'autres pratiques du design qui sont aussi... la céramique aussi, par exemple. Ah oui, la céramique ou la mode ou le travail textile. Donc, je pense que c'est plus une question de donner de la représentation. Parce que la représentation, c'est super important. Moi, c'est un peu ce que je pense. J'avais une question pour toi, Bertie, parce que tu parlais donc tu disais que dans ton parcours, tu n'avais pas eu forcément des exemples du fait que ton domaine est hyper masculin. Est-ce que tu vois une évolution depuis ce moment-là où tu étais peut-être étudiante? Est-ce que tu as l'impression est-ce qu'il y a des femmes ou des personnes, je sais pas, non-binaires, des personnes de minorités de genre qui te contactent parce que elles sont à la recherche, si elles sont à la recherche d'un réseau, est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive? Peut-être je peux répondre en 3 parties. La première, c'est que j'ai été très touchée parce qu'il y a des personnes que j'ai inspirées qui m'ont contactée en disant j'étais en école de design, mon père avait une ferronnerie, ça fait du sens maintenant pour moi de reprendre cette ferronnerie avec mes sœurs. C'est un exemple suisse, si jamais. Du coup, ça pour moi, c'était... et encore maintenant d'en parler, ça me touche vraiment. Donc j'ai l'impression d'avoir pu être source d'inspiration pour certaines personnes. Le deuxième point, c'est que je fais quand même de la discrimination positive pour les personnes qui viennent se former auprès de moi. Jusqu'à maintenant, j'ai pris que des femmes. Et le troisième point, c'est que moi, je suis toujours en recherche de... Je ne vais pas dire modèle, mais en tout cas d'inspiration aussi pour moi et mon parcours, parce que je trace une voie où il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ouvert la voie avant moi. Et du coup, il y a une association aux États-Unis qui s'appelle Inclusive Blacksmiths
Et du coup, je suis pas mal en lien avec ces personnes, du coup, qui favorisent les personnes non binaires, personnes trans, les personnes aussi racisées, à avoir un accès en fait à la formation pour devenir forgeron, forgeronne. Mais j'ai pas trouvé l'équivalent pour l'instant, en Suisse en tout cas pas, parce qu'on est tellement peu de toute façon que, voilà, et il faudrait peut-être mettre ça en place. Ça pourrait peut-être être un projet futur, mais voilà un peu les trois. Je sais pas si ça répond à la question de si ça a changé, mais c'est l'état de de ce que je vis actuellement. Je vais juste rebondir sur, du coup, 2 questions pour toi, Bertie, mais comment maintenant, est-ce que tu réfléchis en fait à archiver ton travail aussi pour que justement les générations futures aient des exemples ou une trace, tu vois, que quelqu'un a passé par là et que quelqu'un a déjà fait ça? Et est-ce que se pose la question dans ton milieu, pas forcément que du design, mais aussi du coup vraiment plus spécialisé dans la forge, qu'en fait si on ne trouve pas de femmes, c'est peut-être pas parce qu'il n'y en a pas eu, mais parce que justement les archives de ces personnes-là n'ont pas été gardées. Est-ce que voilà, c'est quelque chose auquel tu peux peut-être... J'ai vu passer une image, et ça fait des semaines qu'en vue aussi de cette table ronde, j'espérais retrouver, mais il y a une femme en Suisse romande qui forgeait dans les années 60 avec un petit collier de perles de culture. C'était vraiment sa signature, elle ne le quittait jamais. Et donc j'ai vu cette image, j'arrive absolument pas à retrouver en tapant femme, forgeronne, veau. Je pense que je devrais aller faire un tour aux archives, mais je suis pas sûre non plus que c'est classé par métier. Est-ce qu'elle a fait ça toute sa vie? Donc c'est aussi des sources des fois qui sont un petit peu fuyantes comme ça. Donc effectivement, il y a peut-être aussi un tri de qu'est-ce qui a été archivé. Et peut-être que ces femmes aussi n'étaient pas les vedettes comme ça. Peut-être qu'il y a des femmes qui faisaient ça, mais voilà, où ça n'a pas été visibilisé. Et puis par rapport à garder des traces, c'est pour ça que je me suis lancée en juin dernier à faire une première exposition de pièces qui étaient moins du design, mais plutôt des pièces artistiques, justement sur la citation de Virginia Woolf qui incitait déjà en 1890 les femmes qui avaient des métiers autres que femmes au foyer à se rendre visibles. Et en fait, je me suis dit que c'était aussi presque un devoir en fait en tant que femme forgeronne de présenter une ferronnerie qui n'est pas liée à je sais pas, je pense que vous avez tous en tête la forge de Sauron et compagnie, les armes médiévales, la barbe, les tatouages, c'est un mythe, et il y a d'ailleurs eu des immenses affiches cette année le mythe du forgeron, je ne sais plus pour quel musée c'était, mais avec des hommes torse nu, suants, abattant des énormes marteaux sur des enclumes, et on en est encore là en 2024. Donc, Moi j'avais aussi cette question, mais tu l'as dit que c'était comme un devoir, et comment toi tu perçois un peu... Aussi cette question justement du prix que tu as reçu, j'ai l'impression qu'il y a de toute façon une dimension d'activisme qui entre en compte. Et comment toi tu le vis en fait Moi j'ai l'habitude de ne pas trop me présenter comme quelqu'un qui est engagé féministe, mais du fait de mon activité quotidienne, je crois que je le suis par mes actes en fait. Et j'ai l'impression aussi que c'est quelque chose qui est plus grand que moi, que je suis un peu un espèce de petit maillon comme ça, et qu'en fait il y a un espèce de devoir envers beaucoup d'autres personnes. J'ai pas l'impression, toutes ces questions d'archives, et c'est un peu la même chose que je disais au début, je crois que c'est moins lié à qui je suis en tant que personne qu'à quelque chose de plus grand. Je sais pas si c'est grand le mot, mais de plus vaste, ou qui est lié plus à une humanité qu'à une personnalité. Alors, il nous reste à peu près 10 minutes, mais avant d'ouvrir aux questions. Peut-être une dernière question pour toutes. C'est quoi votre archive de rêve, du coup, en lien avec vos pratiques propres? Ouais, moi, je voulais aussi poser cette question à Eleonora. C'était justement par rapport à ton travail d'études.
Est-ce que en travaillant ce cas, est-ce que ça t'avait donné toi des envies de faire des choses d'une certaine manière ou de vouloir voir les choses faites d'une certaine manière dans les institutions, de manière plus un peu affirmée? Je crois pas au moment de mon mémoire. Je pense que c'était il y a 4 ans maintenant aussi. Je pense que ma pratique d'historienne de l'art, tout ça a beaucoup changé. Donc, je me posais moins aussi la question. Maintenant, si j'y repense, je me dis, je n'aborderai pas du tout en fait, la curatrice de la même manière, ni les archives du musée. Maintenant, si je me réfléchis à comment je ferais les choses différemment ou quelles archives, je ne sais pas, un peu de rêve. Je pense que le propre de l'archive, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il n'y a pas. On a ce qui est là et on sait qu'il y a des choses qui n'ont sûrement pas été gardées parce que en fait, c'est subjectif, parce qu'on la constitue à partir d'un point de vue qui va être situé dans un moment historique selon une expérience qu'on a en fait, d'un sujet. Là, comme ça, ce qui me rend très heureuse, c'est quand je trouve des archives qui sont numérisées, en fait, parce que du coup, j'ai accès à des bibliothèques ou des livres qui sont, je sais pas, à l'autre bout du monde. Je pense que là, ce serait un peu le plus... Après, de manière plus large, des programmes où, je sais pas, on peut croiser, en fait, plein de mots-clés et du coup, ça nous sort des enveloppes un peu magiques. Ça, je pense que pour moi, ce serait... Ouais. Mais du coup, c'est un mix entre un travail, en fait, vraiment physique où une personne a le temps, les ressources humaines, les ressources financières pour faire du tri, étiqueter, ranger d'une certaine manière et ensuite numériser. Donc c'est, je pense, une belle utopie un peu, mais peu à peu. C'est mon tour. J'y ai pas trop réfléchi, mais pour moi, ce serait vraiment un grand hangar où il y a vraiment beaucoup de choses. Mais du coup, que ça soit peut-être pas classé ou rangé, mais de pouvoir y passer. En fait, j'ai l'impression que le temps est nécessaire en fait, pour appréhender une archive et j'ai l'impression qu'il y a aussi cette idée de pouvoir se raconter les histoires qu'on a envie avec justement en fait changer l'histoire qui est liée à certains objets et avoir le temps en fait d'avoir une conversation avec ces objets et créer peut-être une histoire. Peut-être qu'il y a cette idée aussi de que la science-fiction rentre en compte, mais c'est-à-dire de leur créer une nouvelle histoire pour ouvrir vers autre chose. Donc un grand hangar avec plein de choses et beaucoup de temps. Voilà. Je crois que c'est ça. Je pense que dans l'idée, ce serait assez comme Camille, mais j'ai un exemple qui me plaît toujours beaucoup et auquel malheureusement je n'ai pas accès. C'est la chanteuse Solange Knowles à travers son organisation qui s'appelle Saint Huron, qui ont une librairie sur des livres d'art et de design de personnes noires américaines. Afro-américaine. Et c'est un système où on peut commander les livres et se les faire livrer. Et je trouve qu'il y a quelque chose... Pour moi, c'est un peu un rêve parce que quand j'ai vu ça sur Internet, ça fait absolument rêver tous ces livres qu'on pourrait toucher, auxquels on pourrait avoir accès avec une base de données incroyable, de textes et d'images. Et je trouve aussi très beau cette idée de pouvoir les commander, les avoir en vrai et ensuite de les renvoyer, enfin, cette sorte d'échange de bibliothèque en fait. Voilà. Moi, ça me fait juste rebondir. J'ai visité à New York il y a plusieurs années un musée. J'ai adoré leur manière d'être interactif dans la visite. En fait, à chaque œuvre, il y avait sur les petits cartels, il y avait une croix noire. Chacun avait un stylo en fait, et on pouvait venir. Bon, la gestuelle était horrible, mais on pouvait juste venir toucher la croix noire et en fait, ça enregistrait l'objet au lieu de prendre une photo ou prendre un croquis. Et en fait, l'accès au musée donnait un accès logué aux collections du musée. Et à la fin, physiquement, il y avait des énormes écrans qui étaient à la place des tables. Et en fait, on pouvait revoir comme sur un espèce de... comme avec des petites images en fait, de tout ce qu'on avait vu, mais avec plus de détails de l'œuvre, avec des photos HD. Et on pouvait
utiliser toute notre collection qu'on avait faite de l'exposition sur place, mais aussi à la maison en fait. Donc l'entrée donnait un login à leur site. Et après, c'était tout répertorié, comme tu disais, par mot de passe ou par matériaux ou par couleur. Et en fait, en croisant plusieurs mots-clés, en fait, ça sortait tout de leur collection, ce qui avait un sens et ce qui était ultra pointu. Et c'est le Cooper Hewitt Museum. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est une collection de 2 femmes à la base, qui ont collectionné énormément d'objets de toutes sortes. Et c'était déjà ça devait être 2018, donc c'était hyper novateur pour moi. En tout cas, à l'époque, j'avais l'impression que ça donnait une base de données où il y avait une pertinence. Parce qu'en fait, l'accès numérique, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de trucs très en surface sur lesquels on tombe quand on veut approfondir des sujets. Et en fait, les institutions ont quand même des collections qui sont pertinentes. Et du coup, d'avoir accès à ces collections, ça serait dingue. Pour moi, en tout cas. Alors, on vous propose d'ouvrir la discussion. Si vous avez des... Oui, je vais passer avec le micro. Oui, je peux faire ça. Donc, si vous avez des questions ou des choses à partager, voilà. Merci à toutes pour vos très riches réflexions et pensées que vous avez échangées avec nous. Il y a plein de choses, j'ai plein de questions, plein de remarques, des compléments à avoir, parce que je trouve que ça amène beaucoup de choses intéressantes. Je rembobine peut-être sur un des éléments au départ, sur le fait est-ce qu'un objet est déjà une archive. Et j'ai beaucoup aimé lorsque Camille Buller a dit, voilà, j'ai un deuxième prénom que je n'utilisais pas. Effectivement, la question de l'identité. Est-ce que Camille Buller, on sait qui elle est si elle ne met pas son deuxième prénom? Et cette question de est-ce que prendre son deuxième prénom complète effectivement les informations qu'on a sur cette personne, comme pour un objet, sans égard, effectivement, jusqu'où on connaît bien un objet? Est-ce qu'un objet lui-même n'est pas déjà la principale archive avant même d'avoir votre carte d'identité, votre acte de naissance? Et c'est justement cette question qui est vraiment intéressante, c'est est-ce que l'archive, c'est tous les documents annexes? Est-ce que c'est l'objet lui-même? Ou est-ce que c'est l'ensemble qui fait archive à quelque part? Et je pense que la question aujourd'hui, effectivement, sur la question de l'archive, qui est un mot qui est comme ça, presque un peu désuet, qui est connoté effectivement sur la boîte poussiéreuse qui recèlerait des enveloppes ou des vieilles photographies, c'est comment faire archive aujourd'hui pour en savoir le plus, pour non seulement témoigner d'aujourd'hui, mais pour aussi porter à demain des indications. C'est des choses que je trouve aujourd'hui assez passionnantes, parce que c'est nouveau de considérer l'objet terminé, achevé, comme faisant partie de l'archive. Hein, jusqu'à peu de temps, c'était juste tout ce qu'il y avait à côté. Aujourd'hui, on considère déjà, et même l'architecture, un immeuble, une architecture est déjà une archive du bâti. Et là, ça devient extrêmement intéressant à réfléchir jusqu'où on peut aller. Et effectivement, aujourd'hui, on se retrouve pour parler effectivement des femmes, des minorités de genre dans le design, et comment effectivement témoigner, archiver la mémoire des femmes designers aujourd'hui. Est-ce que c'est par leur production uniquement? Est-ce que c'est aussi déjà par enregistrer aussi leur identité, leur pensée, leur philosophie dans leur pratique? Ça, c'est des choses intéressantes. Et je finirai peut-être par une question alors, que je vous renvoie, parce que je me suis beaucoup interrogé là-dessus. C'est une exposition qu'a organisée il y a 2 ans le Design Museum Vitra de Valheim-Rhein sur les femmes designers. Et on parlait avant, notamment avec Bertil, sur son prix qu'elle a reçu. Est-ce qu'une exposition de design, je prends cet exemple puisqu'on est dans un musée de design, une exposition dédiée aux femmes designers, est-ce que pour vous ça fait sens? Ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas finalement peut-être quelque chose de l'ordre un peu de, comment dire, de la... voilà, on l'a fait, on peut repasser à autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas cette double ambiguïté, effectivement, de réduire, effectivement, en faisant penser qu'effectivement, de faire une exposition sur les femmes designers, c'est déjà une réponse?
Qu'est-ce que vous pensez de ces projets? Parce qu'on voit beaucoup, de plus en plus, d'expositions sur les femmes peintres au 19e. Il y a actuellement en Italie une grande exposition sur les femmes peintres à la Renaissance, etc. Quel est votre regard sur ces grandes expositions dont le corpus se limite dès le départ à des artistes femmes? J'allais dire, on prend peut-être déjà quelques questions, mais on va commencer déjà par là. Je vais essayer de donner des pistes de réponse. Je pense qu'effectivement, on est peut-être dans un moment un peu charnière où faire des expos sur des designers femmes, des artistes femmes, c'est une petite coche, c'est bon, on l'a fait, on passe à autre chose. C'est peut-être aussi essentiel, ou ça l'a été en tout cas peut-être il y a quelques années quand même, pour un peu donner vraiment, avoir la chose dans le sens, en fait il y a des femmes dans ce milieu, il y a des femmes artistes, il y a des femmes peintres, donc on met ce terme-là de manière assez forte. Je pense que sur du long terme, ça fera, à mon sens, aucun sens, et il faudrait juste en fait peut-être faire des expositions sur des thématiques larges en incluant justement des femmes, en se disant bon bah on veut appréhender cette thématique, ok, on va peut-être faire des recherches, on va devoir doubler d'efforts en fait pour faire aussi des recherches, pour trouver ces femmes que l'on ne trouve pas quand on tape juste quelque chose sur Google. Pour moi, le risque de faire des expositions femmes designers, ou voilà, c'est d'enfermer en fait ces artistes-là dans cette case-là. Et du coup, ce qui va nous intéresser dans leur pratique, c'est le fait qu'elles soient femmes, mais pas tant qu'est-ce qu'elles produisent vraiment. Je pense que c'est un risque, et à mon avis, c'est aussi ce qui se passe maintenant, autant dans les beaux-arts que le design ou la photo, et peut-être sûrement aussi la mode. Mais je crois que c'est une des questions de Marco. Est-ce que ça ne peut pas aussi se faire peut-être à deux endroits, c'est-à-dire qu'il y a une conscientisation de la part des personnes qui travaillent typiquement dans les institutions, de se dire on va essayer de montrer ou de visibiliser d'autres personnes, et en l'occurrence des minorités de genre, et après c'est l'intitulé peut-être de l'exposition qui devrait être comme tous les autres intitulés, puisque quelque part... pendant des années, il n'y avait que des hommes qui étaient représentés dans les musées, mais c'est vrai qu'à aucun moment on disait exposition d'hommes. Peut-être qu'on aurait dû faire ça un moment, mais j'ai l'impression que c'est vraiment... voilà, c'est deux choses peut-être à séparer. Puis après, j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose de culturel qu'on a aussi un petit peu remarqué. J'ai l'impression qu'on a hérité peut-être de la France, cette idée qu'il ne faut pas nommer et du coup pas comptabiliser, pas de quotas, pas de... Enfin, on n'a pas de chiffres, en fait. Et c'est vrai que, par exemple, en Angleterre, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus. Par exemple, quand on s'inscrit dans une université ou pour des cours à l'école, tout d'un coup, on doit donner son genre ou même son ethnie. Et évidemment, il y en a 56. Puis quand on est la 57e, on ne rentre pas dans la case. Mais par contre, il y a quand même cette idée, j'ai l'impression, à un moment, de se rendre compte, en fait, d'un état des lieux, en fait, de ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas, qui est nécessaire. Donc, j'ai l'impression que ça doit être... formulé à un endroit, mais effectivement, ça peut rester aussi à l'intérieur de l'institution et dans les démarches justement curatoriales comme une ligne directrice, mais après, pas forcément dans le titre. Voilà. Ouais, puis je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez difficile parce qu'on en est là maintenant, après toute l'histoire de l'humanité, à devoir réfléchir s'il faut nommer ce genre de choses, et qu'en fait... il faut bien... Enfin, il y a aussi une partie de moi qui dit, en fait, on aimerait bien ne pas avoir besoin de le faire, mais en fait, on vit dans cette société où, que ce soit une question, c'est quand même... Rien que cette question, c'est quand même... Ça dit beaucoup, en fait. Et du coup, j'ai pas de réponse. Mais je trouve que c'est assez disant. Moi, je voudrais peut-être répondre par une question aussi. Si, en fait, on remplace cette minorité-là par une autre, est-ce qu'on mettrait ça dans le titre? Et où est-ce que ça semble problématique de le mettre dans le titre ou pas? Parce qu'on a quand même... On est allé voir une exposition à Londres sur les designers. C'était quoi? C'était Black Designers ou quelque chose comme ça? Ouais. Dis-moi plus d'infos. Ouais. C'était... Oui, voilà, à Somerset House, oui, exactement. Merci, Aude.
où ça semble pas problématique de le dire et de le own it complètement. Donc c'est aussi parce que c'est en Angleterre, donc il y a aussi ça qui, je pense, cette question-là qui se pose peut-être qu'il faut le dire et puis voir quelle réception il y a de le dire. Enfin, quand tu poses la question d'utiliser d'autres minorités et de le dire explicitement, ben, peut-être que c'est aussi 10 ans de voir qu'est-ce qui revient de juste être explicite et puis de voir, bon, est-ce que c'est si grave que ça, qu'est-ce qui revient, enfin, je sais pas. Peut-être qu'il faut... Je sais pas. Après, j'ai l'impression que c'est aussi qui est derrière, quelque part, oui, qui rentre hyper en compte. Si d'un coup, il n'y a que des hommes qui décident de faire une exposition sur les femmes, il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de la condescendance. Cette question aussi de personnes concernées qui rentrent en compte, je pense. Et qui sont des fois pas, de nouveau pas visibilisées, donc il faut aller gratter pour avoir ces informations-là, mais j'ai l'impression que ça change beaucoup la donne aussi de l'expo. Puis moi, je serais aussi assez effrayée si on faisait une sélection juste de femmes ou autres minorités pour valider la coche. On a fait une exposition de femmes. Peut-être que dans ce cas-là, il faut encore remonter avant de qui a accès à ces formations pour faire ces métiers-là. Et du coup, en fait, si on veut un plus grand quota, c'est pas de juste prendre toutes les femmes qu'on connaît qui font ça, mais juste de donner accès à plus de personnes pour en avoir plus, tout simplement. J'ai l'impression que c'est là où ça joue, en fait. C'est la méthodologie et puis l'approche qu'on a de comment faire une exposition. Et je pense que faire des expositions où on nomme une minorité, que ce soit une minorité raciale ou de genre, c'est pas tant, selon moi, le problème. Mais est-ce que du coup, le revers de la médaille, c'est que dans les expositions qui ne nomment pas, est-ce qu'on va retrouver des femmes, est-ce qu'on va retrouver des minorités, ou est-ce qu'en fait, on se retrouve où une exposition thématique, en fait, on revient à voir que des hommes blancs. C'est peut-être là aussi se joue un peu la balance et la solution. Peut-être que la réponse, elle se trouve dans un sorte de jeu où dès maintenant, toutes les expositions au MUDAC, il y a 20% des exposants qui sont des hommes et qui sont un certain nombre d'hommes, toujours les mêmes, que vous choisissez au début de l'année. Et ensuite, tout le reste, ben, c'est chercher le reste, je sais pas. Non, je n'ai pas besoin de micro, ça va. Excusez-moi, je suis en train de bugger là. Pour l'enregistrement, en fait. Ouais, pour les archives. C'est pas plus mal qu'une personne trans puisse avoir une voix dans ces archives ce soir. Moi, je voudrais poser une question en fait sur cette histoire de minorité de genre. Merci beaucoup, c'était très intéressant tout ce que vous avez dit et franchement votre travail, bravo quoi. Mais alors, on parle des femmes comme minorité représentée, ok ? Parce que justement, l'un des problèmes du patriarcat, c'est d'avoir essayé de réussir cette force, d'avoir minorisé la moitié de la population. Ok, mais alors à ce moment-là, quand on parle de minorité de genre, on parle de quoi? Parce que là, il y a une division que vous êtes en train de mettre. Dans l'intitulé même de votre plateforme, politique de la mémoire, invisibilité des designers femmes et des minorités de genre. Alors les femmes, sont-elles minorités de genre ou pas? Sinon, où sont les personnes trans ce soir? Elle est où l'archivage? Et où est l'archivage des personnes trans ce soir? D'accord? Même vous, au MUDAC, là, vous êtes en train de créer de la division. Vous êtes en train de créer de la division entre les femmes, vous êtes en train de créer de la division dans le féminisme, vous continuez ça sous prétexte de faire de l'art. Là, moi, je ne suis pas d'accord et je suis en train de bugger, en fait, dans votre truc. Parce que vous dites, ouais, il faudrait mettre machin, etc. Non, mais attendez, de quoi on parle, en fait? On est en train d'être face à une catastrophe qui est en train de nous tomber dessus, qui va tous nous blaster, là. Toutes nous blaster. Okay, c'est une meuf trans qui vous parle. Hein. Okay, alors vous pouvez penser ce que vous voulez de l'essentialisation des meufs trans, telles des femmes ou pas, etc. Mais jusqu'à preuve du contraire, je me range dans cette case de minorité de genre. Et je suis contre le fait de dire que les femmes sont une minorité. Non, les femmes ne sont pas une minorité, c'est une minorité représentée. Ok, bien sûr, et ça c'est le patriarcat, nique le patriarcat, quoi. Mais alors il se passe quoi ce soir? De quoi on parle? De quoi on parle là, vraiment? C'est quoi ce truc qu'on ne nomme pas, en fait? Qui n'est pas nommé? Si on veut déjà réagir sur ce point-là. C'est bien. Est-ce qu'il y avait une autre personne qui voulait intervenir? Sinon, on aborde déjà cette question-là. Oui, ok, ça marche. Alors,
C'est clair que moi aussi dans l'introduction, c'est pour ça que j'ai précisé que les chiffres qu'on a par exemple, c'est des chiffres pour des personnes cis déjà. Donc on a déjà, je pense, un problème dans les chiffres qu'on a. On n'a pas une image en fait. Donc vraiment on a un problème par rapport à ça, ouais, je pense déjà. Parce qu'on n'a pas de données en fait, je pense. Merci pour votre intervention. Je pense qu'effectivement, il y a un manquement clair en fait dans les institutions ou aussi dans des collectifs de comment penser en fait à toutes les minorités ou comment on définit aussi des minorités. Et moi, comment je percevais aussi la conversation de ce soir, c'était de comment être ensemble pour un peu faire mieux, ou en tout cas se remettre en question et puis avancer. Je pense qu'effectivement, à partir de cette intervention, on peut aussi se dire, OK, comment on place notre institution, on sait pas, on note et on se remet en question de peut-être repenser aussi les titres de, je sais pas, nos tables rondes pour le futur et de aussi penser, c'est tout bête, mais nous, dans les bases de données, on a homme ou femme, quand si on veut mettre des filtres de recherche. Et ça, je pense que c'est des questions à ouvrir ensemble, en fait, de comment changer nos pratiques ensemble, peu à peu, pour qu'elles intègrent le plus de personnes possible. Mais c'est un travail qui va se faire, j'imagine, sur le long terme, mais aussi qu'il faut qu'on fasse ensemble, en fait, dans le dialogue. J'ai pas d'exemple pour le MUDAC, mais j'ai brièvement travaillé au MCBA aussi, et on avait eu le cas d'une personne qui a vécu une transition entre le moment où son œuvre a été acquise et le moment où son œuvre a été réexposée. Et en fait, ça a été thématisé à la demande de la personne. Donc déjà, je pense que d'être ouvert et à l'écoute, c'est important, et surtout de faire en fonction de ce que les personnes souhaitent. Ça veut dire que nous, on va pas mettre cette personne est un designer trans, c'est vraiment que la personne demande ou moi personnellement je m'occupe pas de ce travail-là, mais en tout cas je suis prête, si on me donne les informations, à véhiculer ce que les personnes concernées demandent. Voilà. Merci pour vos interventions. Je pense que c'est très intéressant, et je pense qu'il y a un vrai problème qui a été soulevé par cette question aussi, c'est qu'actuellement, dans le biais de la langue française, quand on dit designer ou architecte, notre conscience collective imagine un homme blanc. Tous, je pense, ou alors à 99%, on imagine ça. Et c'est vrai que sans tomber dans la catégorisation de entrepreneur femme ou une exposition de femmes, comment on fait, quels sont les outils, en tout cas dans l'archivage qu'on fait actuellement pour pouvoir garder des traces, de se dire comment on visibilise toutes les minorités dans les expositions, parce que juste dire, OK, en curation générale, on a mis 50-50, la majorité du public ne va pas savoir. Et la majorité du public va continuer à croire que l'homme, le designer, ou enfin l'objet de design qui est présenté est fait par un homme. Parce que c'est collectivement, on n'a pas réussi encore à changer ça. Et donc, comment on archive maintenant, ou comment on montre, comment on visibilise à travers les expositions qu'on fait maintenant, le fait qu'on a une grande diversité de créateurs et de créatrices, et comment, en fait, quels sont les outils à disposition sans tomber dans « Ah, on a fait une exposition de femmes, de femmes peintres ou de femmes comme ça ». Je pense que c'est un peu l'enjeu et la subtilité de trouver, en tout cas pour les curations à venir, de comment faire, voilà, quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour qu'on comprenne la diversité des gens qui sont derrière les objets présentés. Et je ne sais pas si, enfin voilà, sur les curations actuelles ou venir, quel est l'objet en fait, les outils à disposition. Moi, j'ai peut-être une question qui rejoint un peu ça. Ça veut dire aussi par rapport au titre. Donc,
politique de la mémoire. Là, on a parlé d'archives, qui, à mon sens, dans mon interprétation du mot, c'est quelque chose de plutôt statique, mais qui est en évolution aussi. Mais je voulais poser la question des outils. Et en fait, entre l'archivage et l'exposition, en fait, on a parlé de représentation, on a parlé d'éducation. Est-ce que vous avez aussi des pistes dans l'action de la politique, en fait, pour faire avancer ces sujets? Et donc, oui, quels sont les outils utilisés pour visibiliser, entre autres? Je vais répondre de manière un peu collective à toutes les questions qui viennent de se poser. Pour revenir un peu à l'origine de ce projet des archives du design roman, c'est un projet du musée pour essayer d'écrire l'histoire du design en Suisse romande, d'essayer de comprendre déjà pourquoi il a émergé de manière aussi importante, pourquoi il y a autant de créateurs dans le design en Suisse romande, pas que dans le design d'objets, mais aussi dans le graphisme, dans la mode, dans le bijou, dans les arts appliqués, etc., dans les arts numériques, le design numérique, digital. Mais avant de créer un département comme ça dans un musée, ce qu'on a voulu faire, c'est d'abord d'en parler avec vous, avec des spécialistes, avec des chercheurs, avec des professionnels de l'archive, des outils ou de certaines questions, avant de se lancer corps et âme dans une espèce de projet méthodologique un peu bancal, et de se dire que toutes ces rencontres qu'on fait, parce qu'il y en a à peu près entre 13 et 20, on a une vingtaine d'interviews, donc c'est vraiment des rencontres qui sont très importantes pour nous, parce qu'on en tire des bilans, on en tire des leçons, on essaie de faire bouger les lignes des méthodologies des musées classiques, de la conservation et de la mémoire et de l'archive. Donc comment est-ce qu'on peut faire bouger les lignes? Comment on peut entendre tout le monde, écouter tout le monde pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Moi, j'ai été formé de manière extrêmement classique par rapport à la muséologie. C'est pas que ça me convient et c'est pas que ça me convient pas. Ça a été ma formation telle qu'on pouvait le faire à une époque. Je vois qu'aujourd'hui ça bouge et j'en suis même très content. Mais je ne peux pas me permettre de laisser ce musée de manière très statique. Je dois le faire avancer avec les questions qui traversent les sociétés contemporaines actuelles, qu'elles soient occidentales ou non occidentales. C'est en tout cas au moins se poser ces questions et de voir comment est-ce qu'on peut amener des réponses à toutes ces questions, toutes celles que vous avez amenées, au sein même de notre pratique. Comment entendre toutes les voix, comment les transcrire dans la collection, dans les expositions, dans les programmes publics, dans les débats qu'on essaye d'amener ici, et de comment effectivement on peut collectivement, effectivement, alors nous, responsables d'institutions, prendre un peu tous ces éléments, en garder trace, mais aussi donner la place aux questions, qu'elles soient dérangeantes ou pas. Et je me réjouis même qu'il y ait des débats contradictoires, dérangeants, parce que c'est à travers ça aussi que ça nous fait bouger les lignes, prendre conscience de ce qu'on fait mal ou ce qu'on ne fait pas du tout, et donc de voir comment est-ce qu'on peut apporter ça maintenant dans l'amélioration de ce projet. C'est un projet qui dure 4 mois ici au musée, c'est un projet qui va avoir un bilan suite à toutes ces rencontres pour voir maintenant on met tout à plat, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut laisser comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut surtout peut-être amener de plus pour effectivement tenir compte de chaque élément qui a pu être amené par des créateurs, par des chercheurs, par les publics, par les amateurs simplement qui viennent ici. Donc c'est un projet fondamental, c'est un peu innovant parce que d'habitude c'est un projet qu'on fait dans nos bureaux, que vous voyez là en face à travers la fenêtre. C'est la première fois qu'un musée fait ça publiquement. Et donc, on vous donne l'opportunité de réfléchir avec nous, de penser avec nous. C'est important parce que sinon, on reste en vase clos. On reproduit les systèmes que moi j'ai appris, etc., que mes collègues ont appris, etc. Donc, on se challenge aussi pour voir mais qu'est-ce qu'on peut faire différemment, peut-être, faire bouger, progresser. On ne pourra peut-être pas tout faire parce qu'après, il y a une question de ressources humaines, financières, etc. Mais en tout cas, on veut se donner au moins les moyens d'y penser, d'y réfléchir et de voir jusqu'où on peut aller dans la modification de ces éléments. Donc voilà, c'est un peu pour revenir un peu à l'origine du projet, pour répondre aussi à l'ensemble des questions qui viennent d'être soulevées, pour vous dire qu'on n'est qu'au début. On essaie juste de tirer d'abord un bilan de où est-ce qu'on est aujourd'hui, parce qu'on veut aller plus loin.
Et donc, aller plus loin, il faut d'abord entendre un peu tout le monde pour nous aider effectivement à tracer notre route effectivement, et à donner nos nouveaux horizons pour essayer de travailler le futur de manière un peu plus collective, un peu plus collégiale. Je tiens à remercier notamment Marie et Lana qui ont organisé cette soirée aujourd'hui, parce que c'est le département de la médiation du musée. Et c'est vraiment, je suis très ravi qu'elle se soit appropriée cette soirée avec nous, au sein même de la programmation, parce que c'est important que toute l'équipe collectivement du musée, que ce soit de la médiation, de la conservation, de la communication, même de la technique, etc., s'approprie ce projet, parce qu'on est tous concernés avec vous, public, professionnels, designers, etc., sur ces questions, et que si on veut faire avancer ce musée ensemble, il faut qu'on partage ces questions. On n'a peut-être pas de réponse à tout, hein. Nous, on ne sait pas tout non plus. C'est comme les archives, hein. C'est toujours incomplet. Et on ne trouve jamais ce qu'on cherche, parce qu'effectivement, on projette ce qu'on veut trouver, mais finalement, on trouve toujours autre chose. Donc, à quelque part, un musée, c'est ça aussi, hein. Les collections ne sont pas complètes, loin de là. Les informations sont extrêmement lacunaires. Mais on fait ce qu'on peut pour essayer de compléter et améliorer ça. Ouais, est-ce que je peux... Je pense que à travers toute la discussion qu'on a, et aussi, vous êtes le directeur du MIDAC, c'est ça, tout ce que vous venez de dire, je pense qu'il y a des choses qui sont aussi non dites, et je pense que la plupart des choses qui sont non dites, c'est une partie de « on a mal fait ». Et de dire, parce que là, c'est vrai qu'on réfléchit, on dit on réfléchit à ça, on réfléchit à comment on peut faire dans le futur, ce qui sous-entend qu'on n'a pas bien fait dans le passé. Mais je trouve que ce qui manque aussi, c'est de l'expliciter. Et puis c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui pourrait peut-être aider aussi à passer dans la suite, c'est de bien... Enfin, en fait, je pense qu'il y a une grande partie de pas reproduire. De pas reproduire, mais de... Comment est-ce qu'on dit ? De expliciter qu'on a fait une erreur pour pouvoir aussi avancer. Enfin, de ne pas non plus invisibiliser ou juste dire qu'on veut faire mieux, mais aussi dire qu'en fait, on a mal fait. Et puis, je pense que c'est aussi cette partie-là, des fois, qu'on ne dit pas assez bien aussi. Je sais pas. C'est très important ce que vous dites. Je nuancerais juste peut-être quelque chose. Quand on analyse ce qui s'est fait avant, on ne dit jamais que les gens ont fait des erreurs. On essaie de comprendre pourquoi ils ont fait différemment, parce qu'il y a toujours des raisons. On a eu par exemple des designers qui nous ont dit mais on ne comprend pas pourquoi on n'est pas dans la collection. Ben oui, certains ne sont pas dans la collection, alors on essaie de comprendre pourquoi, parce qu'à l'époque, il y a eu peut-être une commission qu'on trouvait que leur travail était soit pas représentatif ou pas important, ou simplement ne l'ont pas vu, etc. Donc on essaie de le comprendre, pas forcément de le corriger en achetant rapidement une pièce pour le mettre dans la collection, mais déjà de comprendre pourquoi il n'y est pas. Et là, des fois, l'acte, il n'est pas forcément de corriger les choses, il est d'abord de les comprendre. Pourquoi finalement on n'a pas assez exposé peut-être de minorités de genre ou de femmes, pourquoi est-ce qu'on n'a pas acheté telle ou telle personne, etc. D'abord de comprendre pourquoi. Il y a souvent des raisons simples ou subjectives ou totalement subjectives, parce qu'un musée, c'est d'abord une institution subjective. C'est la recherche des sciences humaines, hein. On fait avec ce qu'on trouve et ce qu'on comprend. Donc on aura toujours des lacunes, qu'on soit un musée de design, un musée d'art, un musée de la photo, il y aura toujours des lacunes. Mais de savoir pourquoi il y a ces absences, effectivement, ça devient intéressant. Et ce n'est pas forcément de dire qu'on a eu tort ou que les autres avant nous ont eu tort ou ont fait faux, c'est de voir qu'est-ce qui les a conduits finalement à prendre telle ou telle orientation à ce moment-là. Ce qui peut être compréhensible ou pas, hein. Non, mais là aussi, je pense qu'on parle de maintenant. C'est qu'on assiste à un talk qui s'appelle « Invisibilité des designers femmes et des minorités de genre » et qu'il y a une personne qui prend la parole trans et qui amène quelque chose d'hyper essentiel à la discussion et qui n'est pas entendu, on ne lui répond pas et on parle d'avant, d'après, je ne sais pas quoi. Mais là, c'est la question de maintenant. À quoi elle sert cette discussion ? Avec des personnes qui évidemment s'intéressent à ces questions, j'imagine, et comment il y a de la place pour en parler maintenant, autrement à quoi ça sert ces talks en fait. Je trouve aussi hyper intéressant ce que tu as dit, de dire, ben voilà, mais c'est ok de faire des erreurs, mais c'est juste que c'est censé être, j'imagine, je sais pas, un safe space ou j'en sais rien quoi,
pour que des personnes qui n'ont pas accès aux institutions aussi facilement que des hommes blancs cis puissent avoir un espace et se sentir légitimes de participer à... Voilà, vas-y, continue. Non, aussi, je pense que de parler en termes d'erreur et de un peu segmenter les choses parce qu'on prend en compte tel ou tel contexte, enfin, je me demande si on ne court pas le risque d'invisibiliser les dimensions systémiques. Et du coup, c'est voilà, ce petit contexte, il y a eu cette erreur-là, merde, on fera mieux la prochaine fois. Enfin, si les questions systémiques ne sont pas adressées, j'ai l'impression qu'on passe à côté de l'enjeu. Merci beaucoup. Alors, désolée s'il y a eu un sentiment de ne pas écouter. Enfin, ce n'était pas du tout l'intention de le faire. C'est juste qu'on n'a pas envie de répondre de manière, à brûle-pourpoint, en réaction. Pour moi, déjà, d'entendre, j'entends, on reçoit, c'est enregistré, ça fait partie de nos archives. Cette information va rester, on va l'écouter. Elle a été entendue, en plus, par la direction, par des personnes qui sont collaborateurs et collaboratrices scientifiques, par nous les médiatrices. On a essayé, en mettant ce titre justement, d'être inclusif et inclusive pour ne pas omettre, mais voilà, finalement, on a quand même encore fait faux. Mais par contre, il y a la possibilité de le dire, c'est entendu, c'est noté, et puis on continue, quoi. Je vais vous inviter, parce qu'il ne reste qu'une demi-heure, pour les personnes qui ont encore envie de boire un cocktail qui vous est offert. Et puis si vous voulez continuer la discussion, si vous voulez continuer à débattre, vous êtes les bienvenus. Par contre, les personnes qui n'ont pas le petit autocollant, il faut venir vers nous, parce que en fait, les cocktails seront servis qu'aux personnes qui ont le petit autocollant orange. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de votre présence, de vos interventions, de votre écoute, de votre partage, et merci à vous pour votre confiance et tout ce que vous avez partagé avec nous. Merci.